Mes chers camarades, bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Salut, Ça ça va bien? Bah ouais, On sort de résidence, donc on est chaud. vous sortez de résidence, donc vous avez fait quoi exactement aujourd'hui hein? J'ai perdu Du ma son et du son et Ouais. du son et du son. En fait, on travaille ce que les gens vont voir ces 2 prochaines années, je pense. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fera un concert, on travaille les morceaux qu'on a insérés dans la setlist, et puis les enchaînements, et le show light, et tout ça, quoi. Ouais, le son. Insérer les nouveaux morceaux. Les enchaînements, les Morceaux du intros. dernier album. Bref, soit on prépare le spectacle tout simplement, live. puis tu sais, voilà, on est comme toi, on a des soucis techniques, donc il faut régler plein de petits trucs. Il y a C'est énormément de les trucs à régler, consoles, et en plus maintenant on a tout un kit où on a une console de façon console de retour, donc on peut faire tu vois, des espèces de shots par morceau, donc faire des mix différents. Enfin bref, c'est tout ils s'amusent les techos là. Donc voilà, on prépare le spectacle. Donc on a chanté toute la journée, puis on est fin prêt, comment on va dire, pour aller faire des concerts le plus rapidement possible. Mais d'ailleurs, je crois qu'il y a quelqu'un qui a un peu trop chanté aujourd'hui. Moi. Moi C'est pour aussi. ça, hein. ça. Les gars qui n'ont pas envie de parler. Si tu veux, on a commencé à 10h, on a arrêté à 19h. On a mangé 1 heure, et sinon on a fait que envoyer du bois tout le temps, faire les chœurs, recommencer, bosser des arrangements. C'est assez c'est physique. Hein. Puis avec le confinement, on n'a plus l'habitude. Ouais, bah ça doit vous faire plaisir aussi de vous retrouver là quand même pour cette résidence. C'est des émotions et un feeling qui revient, tu vois. C'est là que tu te dis que t'es fait pour ça, en fait. Moi, c'est ce que je me suis dit l'autre coup quand on répétait. Je dis, putain, c'est quand même notre que truc. On revile. Tu vois. Parce que faire du son 8 heures par jour et 2000 km par week-end, il y a des gens qui peuvent pas le faire, quoi. Qu'on pas envie. Qu'on pas On envie, revit, on voilà. revit. Nous, on adore ça. Ouais, ou t'as des gens aussi qui ont arrêté, qui étaient super bons, mais qui ont pété les plombs parce que c'était trop contraignant, tu vois. Il y en a qui supportent pas d'être dans des camions toute la journée, tout ça. Nous, en fait, on se retrouve dans les camions, on fait des milliers de kilomètres ensemble et tout, et puis on est super contents. Enfin, nous, des fois, on ne supporte pas quand même. Hein. Bon, en tout cas, 10e album quand même, ça commence à faire. Vous êtes quand même sur le circuit depuis 93, hein, le groupe Tagada Jones, la formation Tagada Jones. 1800 concerts, j'ai lu sur Wikipédia quand même. Ça fait beaucoup. Ah non, ouais, Plus, ouais, hein. ouais. Plus les concerts du bal et tout. On aurait, ouais, c'est vrai que ça va vite. On a fait plus de 35 pays, tout ça. On se balade pas mal. On a beaucoup, on discutera tout ça, mais on a beaucoup joué au départ en faisant des échanges. Tu sais, c'est vraiment on est issu de la culture alternative, underground, et du coup, on a un peu tout géré tout seul au début, créer notre propre structure de tournée, de production. Et en fait, on faisait comme des petites araignées, on a tissé des toiles avec d'autres groupes, on faisait des échanges, on allait jouer chez eux, ils venaient jouer chez nous. Enfin, tu vois, il y a eu beaucoup de ça, et ça nous a permis d'aller jouer à l'étranger très très tôt. Et je crois que, bon, quand on dit décembre 93, la création du groupe, tu vois bien, après on a commencé à en tourner plutôt à 95, 96. Mais dès 98, on jouait déjà à l'étranger, tu vois, donc c'est quelque chose qui nous a toujours animés d'aller découvrir le monde. Moi, j'avais un pyjama Footix en 98. 90 par an, quand même. Ouais, on a des bonnes anecdotes d'ailleurs. La première fois qu'on est allé en Tchéquie. On a tous peur quand il parle d'anecdote. Tu vois le blanc, tu vois le malaise. Comme il disait Nico, C'est pas- ouais, je suis arrivé dans le groupe en 97. Et premier concert que je fais avec Tagada déjà, 4 mois plus tard, enfin 3 mois plus tard, je me retrouve à Reims. Alors que je suis rennais, pour moi c'était tout à fait exceptionnel, quoi. Enfin, je pensais qu'on allait faire un concert dans le coin, enfin juste à côté de Rennes, un truc comme ça. On se retrouve à Reims déjà, je me dis, il y a déjà de la borne, quoi. Oui, c'est sûr qu'on parlait de l'étranger, hein, c'est pas. Non, mais après, alors, non, c'est premier concert qu'on fait en République tchèque, le mec il nous fout sur la grosse scène du Dynamo Festival. Putain, le genre de truc qu'on savait pas gérer à l'époque et tout, enfin, c'était rigolo, quoi. Ouais, c'est vrai que c'était une scène immense. Tout 10 ça, 000, c'est vrai. 15 000, 20 000, c'était quoi 15 000, Il y a je crois. 15 000. Ouais, je Ah la vache. Ouais. tremblais comme des feuilles, là. Ouais, puis ça ne pas forcément être terrible, c'est normal. Enfin, je veux dire, Bah ouais. t'as un groupe depuis 3 ans, tu peux pas gérer 15 000 personnes comme ça, quoi. Ça vous arrive encore aujourd'hui quand même de flipper un peu? Non, jamais. Jamais? Jamais? Oui, non, mais ça arrive, mais c'est pas Ouais. pareil, parce qu'on a plus l'habitude tout de même. Par exemple, je peux plus flipper si je joue devant ma sœur que si je joue devant 5 000 personnes, tu vois. Quand je joue devant des proches, tout ça, ça me prend vraiment au cœur, quoi. Ouais, ça je peux le comprendre. Je peux le comprendre. C'est Ce qui fait flipper, je trouve, c'est que si t'arrives et que t'as l'impression de pas être prêt. Si t'es prêt, théoriquement, t'as pas à flipper, quoi. Ouais, c'est ça. Le stress est contre-productif. Exactement, exactement. Et alors comment vous êtes arrivé un petit peu dans ce milieu là du rock alternatif et un petit peu engagé? Alors, en fait, au départ, si tu veux, on a commencé le groupe. Alors, il y a que moi de survivant de la toute première épopée, et parce qu'on a commencé en classe, tout simplement. Donc, on était
un groupe voilà, de copains. On a commencé à vouloir jouer. Donc, en fait, on a eu envie de faire des concerts, si tu veux, par rapport à, je dirais, vraiment l'époque alternative et tous ces groupes qui jouaient, les Berus, les Shérifs, les Vents Pas étaient dedans, Manon Negra, enfin, Parabellum, évidemment. Et donc, voilà, en voyant ces groupes sur scène à Rennes, à la salle de la Cité, qui était la maison du peuple, donc, ouais, on s'est dit, avec les copains de l'époque, on s'est dit, il faut absolument que nous aussi on fasse un groupe. Donc, on a commencé à répéter, à jouer vraiment avec ces valeurs-là, donc très underground, alternative. Et effectivement, tu sais pas trop au début, tu te cherches, tu sais pas ce que tu vas faire comme musique. Donc, on a fait 2-3 reprises des groupes qu'on écoutait. Et puis, je sais pas, assez naturellement, on a joué une musique assez dure quand même. Parce que finalement, c'est vrai qu'on nous classifie un petit peu dans le punk rock, le metal punk, enfin un peu tout ça. Mais je sais pas pourquoi, le fait de faire une musique un peu dure, tout de suite, moi, j'ai eu envie d'écrire des choses un peu engagées. Je me sentais pas trop de chanter des choses vraiment légères, si tu veux, par rapport à la musique. C'est personnel, si tu veux, finalement. Après coup, avec le recul, je me dis, ouais, c'est personnel. Et puis, on est resté sur cette chose-là. Puis, j'ai envie de dire, c'est vachement bien parce que c'est un exutoire. Quand je vois les gens qui pètent les plombs, notamment actuellement, là, avec les confinements, avec tout ça, on sent bien que les gens, ils bouent là derrière leurs ordinateurs, chez eux. Eh ben, effectivement, faire de la musique, prendre un micro, crier, bouger, hurler, ben, c'est un sacré exutoire. Et ben voilà, ça a été notre, je dirais, et c'est toujours d'ailleurs notre ligne de conduite. Je sais que j'ai commencé à écouter du hard rock quand j'avais 9 ans. Et en fait, je me suis aperçu, enfin, après en grandissant, puis les idées politiques m'intéressaient et tout ça, que le hard rock de l'époque, c'était, je suis vieux, c'était une musique sans idéologie. Ouais, c'est clair. Et en fait, le fait de passer au hardcore punk et au punk après, bah, ça m'a fait découvrir beaucoup d'idées alternatives et tout, et qui m'ont beaucoup plu. Voilà. Ça correspondait à peu près à 13-14 ans à peu près. Et alors, 93, on en parlait très rapidement en off juste avant de lancer. Vous êtes arrivé un petit peu après d'autres groupes. Vous avez pris un petit peu le train en marche des groupes qui avaient commencé déjà à investir la place. Comment vous avez tissé des liens avec eux justement comme ça? Est-ce que c'est facile de tisser des liens avec des gens qui sont déjà installés ou est-ce que... Non, ils nous ont botté le cul au début parce qu'on était nuls et puis on a fait comme tout le monde, nous. Hein. On est parti de rien et on a bossé, on a progressé, c'est tout. Hein. Ouais, c'est long en fait. Au début, quand tu commences, tu connais pas les autres groupes. Il y a que quand vraiment tu te mets à tourner pas mal et à les croiser sur la route que tu commences à échanger un petit peu. Mais c'est long en fait. Je dirais, on a presque mis 10 ans parce que l'envers du décor de faire tout seul, c'est que c'est hyper long. Tu vois, tu construis c'est des petites pierres, des petites briques que tu mets les unes à côté des autres et c'est vachement long. Donc, on n'est pas vraiment suce-boule, donc on met un peu plus de temps à faire des vraies amitiés, mais par contre, c'est des vrais. Mais après, tous ces groupes-là, ce qui est incroyable, si tu veux, c'est que la plupart des groupes que l'on écoutait, en fait, au tout départ, eh ben, on travaille avec aujourd'hui, ou on a travaillé avec eux, et ça c'est merveilleux, si tu veux, c'est là où tu te dis que la boucle est bouclée, parce que ce sont ces gens-là qui te donnent envie de faire de la musique, ce sont ces gens-là qui te donnent l'énergie de commencer, et puis quand tu commences à 20 ans après à retravailler avec eux, et qu'eux-mêmes se rendent compte que finalement tout ce que tu as construit, ils étaient un petit peu à l'essence de tout ça, et ben ouais, c'est plutôt sympa. Justement, je vous posais une petite question en off, là, dans la ligne de la première question, pour attaquer directement dans le dur, puisque ce soir, on va parler musique, mais aussi histoire et politique. Dans les années 80 notamment, il y a eu une vague de rock un peu puant, style Légion 88, Bunker 84, etc. Est-ce que c'est aussi en réaction à ce genre de groupe qu'il y a, on va dire, du punk vraiment de gauche qui est arrivé, ou est-ce que c'est quelque chose qui était déjà là et il y avait déjà des affrontements peut-être entre ces différentes sphères? Nous, on est arrivé un tout petit peu après, il y avait déjà des mouvements voilà, en réaction. Bon, je crois qu'il faut quand même être juste, si tu veux. Tous les groupes d'extrême droite, voilà, néo-nazis, racistes, ça tout va. Ça a toujours été. On a parlé d'eux, mais moi j'ai pas l'impression que ces gens-là aient beaucoup joué, aient fait beaucoup de concerts. Non. Ouais, on en parle. C'est plus une histoire, un mythe un peu. Voilà. Mais par contre, il y avait bien sûr qu'à cette époque-là, dans la fin des années 80, il y avait des fachos, il y a eu tous ces affrontements entre skin de gauche et puis tous les fachos. Nous, on est arrivé juste après ça. Par contre, on était baigné vraiment dans l'élan de faire une musique, évidemment,
anti-raciste. Parce que c'est vrai que nous, si on doit situer le groupe, on est d'obédience de gauche, avec évidemment des touches libertaires, avec des touches anarchistes. C'est un peu tout ça notre environnement. Mais dès le départ, évidemment, on se plaçait en réaction à tous ces groupes-là. Mais si tu veux, la scène, on les a jamais vraiment vus. Enfin, tu vois, c'était pour eux, voilà, on en parlait, mais on n'a jamais croisé ces gens-là. Les concerts de rock, en général, ils se retrouvent qu'entre groupes de fachos, quoi. Oui, bah oui, c'est clair. Si tu traînes là-bas, tu te fais mettre une tête au carré. Et en France, la scène rock, c'était donc milieu 80, fin 80. Il y a eu du nettoyage de fait, tu vois. À l'époque, il y a eu toute la scène rap qui s'est créée pour faire du nettoyage avec ça. En réaction à ça, et finalement, au bout d'un moment, les mecs étaient vraiment engagés à droite. Au bout d'un moment, ils filaient tous, quoi, parce qu'ils pouvaient plus traîner dehors, quoi. Tu vois, ils se sont fait allumer 2-3 fois, ils sont jamais revenus après, quoi. À part un ou deux complètement fous, et bad skin et compagnie, mais. Moi, je me rappelle dans les années 80, je savais pas qu'il y avait des skins de gauche. Moi, quand j'étais branleur, mais c'est clair, ça. Dès que je voyais un skin, je changeais de trottoir parce que j'avais peur qu'il me pète la gueule, quoi. Et après, j'ai appris qu'il y avait des raskins. Mais au début, pour moi, un skin, c'était un fasciste, quoi. Ouais. Alors qu'en fait, c'était un skinhead reggae à la base. Avant que les FAF débarquent, le mouvement skinhead, c'était juste des gamins de cité, quoi, en fait. Tu vois. Les premiers skinheads, ils viennent de Jamaïque. C'était des blacks. Ou de Londres. De Londres aussi, mais c'est les Jamaïcains. Et justement, ma question n'était pas innocente parce que ça me permet d'introduire, même si dans la timeline des événements on n'est pas très cohérent, le concert Rock Against Racism, puisque j'ai envoyé un petit mail quand même avant, histoire de préparer les choses, histoire d'être un petit peu pro, quoi. Je leur ai dit, les gars, vous voulez parler de quoi, voilà, qu'est-ce que, en termes d'histoire, quoi vous avez envie de parler? Et tout de suite, un des premiers sujets qui est arrivé sur la table, c'est ce concert Rock Against Racism, avec mon super accent anglais. Donc c'est une campagne de concert qui a eu lieu en 76, à partir du Royaume-Uni, en réaction à des déclarations de chanteurs rock. C'était les propos d'Eric Clapton. Eric Clapton notamment, ouais. Blues. C'est la vérité. Mais laisse-le parler. Excuse-moi. Ah non, mais vas-y, je t'en prie. Moi, je préfère vous laisser la parole. Rock Against Racism, le premier concert qu'il y a eu, c'est parce qu'il y a un mec qui avait pas pu saquer les propos de Eric Clapton, qui est un guitariste de blues. Et c'est vrai qu'Eric Clapton, à cette époque, il était complètement défoncé. Enfin, surtout, il buvait 2 bouteilles de cognac par jour, ce qui l'excuse pas non plus. Et il a eu des propos racistes, xénophobes, nationalistes et tout. Et en fait, le mec, en réaction, il a fait ce concert-là. Il a dit, c'est pas possible qu'un type comme Eric Clapton, qui est pote avec des grands guitaristes de black, de blues, puisse dire des choses pareilles, quoi. Et d'ailleurs, Eric Clapton, il s'est excusé plus tard. Mais bon. Oui, en disant que c'était à cause de la picole. C'est ça. Mais ça s'est reproduit parce qu'il y avait un groupe qui devait jouer le fait, c'est tout qui avait dit la même chose. C'était qui? C'est un chanteur. Phil Anselmo. Oui. En fait, il avait fait une blague. L'alcool à Bordeaux. Il avait fait White Power, un concert, la Dimbash. C'est le concert hommage à Dimebag Darrell. Et en fait, il disait qu'en fait, ils avaient bu du vin en backstage. Alors, il avait dit White Power à la fin pour rigoler. Mais en fait, quand tu vois les vidéos, il était complètement farci. Il ressemblait à rien. Il parlait du blanc. Oh là. Je suis pas sûr. Ouais, ce qui excuse rien en même temps, parce que c'est assez quand t'es déchiré que t'as le fond qui ressort, quoi, cette match. Tu vois, ils ont toujours les mecs qui arboraient le drapeau confédéré, tout ça. Enfin, bon, moi, je fais pas gaffe à ça, mais bon, ils sont pas. C'est pas des gros gauchistes, quoi, tu vois. On m'a même dit. Aux États-Unis, c'est pas trop comme ça que ça se passe. Un groupe québécois de métal m'a même dit que, Pantera, ils avaient des paroles de suprémacistes blancs. C'est moi qui l'invente, moi je parle pas couramment anglais, et c'est un mec qui parle couramment anglais qui me l'a dit. Un fan de métal. J'irai pas jusque-là, mais bon, voilà, quoi. Des rednecks, hein. Ouais, Sweet Home Alabama, hein, vive Nixon. Mais bon. Alors, cette campagne de concert, elle est quand même arrivée à réunir près de 80 000 personnes en 78. Il y a eu des équivalents un peu francophones de ce genre d'initiative ou pas? Pas à cette hauteur-là, quoi. Vraiment, pas à cette hauteur-là, non. Je pense qu'il y a eu forcément des petits concerts, et puis je dirais même que, on en parlait un petit peu tout à l'heure, la totalité des concerts rock, finalement, prônait finalement les bonnes valeurs, je dirais, avec l'antiracisme, l'antisexisme. On voyait beaucoup ça, tous les concerts. Il y avait même des logos comme ça sur tous les concerts punk. Il y avait des petits logos sur les tracts et tout ça. Mais ça restait plein de petits concerts, alors qu'en Angleterre, ils ont réussi à faire un énorme concert, effectivement, avec une foule incroyable de gens qui sont venus. Et en France, non, il n'y a pas vraiment eu l'équivalent. Moi, je me rappelle d'un petit événement dans les années 80. C'était à l'époque de Mitterrand, tout ça, SOS Racisme. Et il y a eu la marche des beurs entre Paris et Marseille, je crois.
Et en fait, ils passaient dans tous les bleds et tout, et puis ils expliquaient que justement, il faut se détacher de l'image qu'on a de l'immigration et tout ça. Et c'est l'événement que je me rappelle, mais c'était pas un concert. Oui, c'est pas un concert. Non. Alors, ça après, c'est vraiment aussi à vous de définir peut-être un peu ce que vous faites. Moi, j'ai toujours du mal à définir le style de musique, que ce soit rock alternatif, punk metal ou autre. Puis en plus, les groupes évoluent et donc on a des influences qui évoluent, etc. Mais c'est vrai que sur la scène metal en général, bon, j'ai eu l'occasion de bosser un peu dessus. C'est vrai qu'il y a une esthétique parfois, dans la scène métal en tout cas, qui est très assumée, un peu viriliste, un peu nostalgique, un peu à droite comme ça. Justement, c'est pas... Vous avez en partie répondu à la question, mais c'est pas trop compliqué parfois de concilier justement ce franc engagement de votre part avec d'autres sur certaines scènes, parce qu'il y a certains festoches où on sait qu'il y a des gens qui partagent vraiment pas les mêmes idées, et quand on est engagé, moi j'ai beau être ouvert aussi, je sais que j'irai pas sur le même plateau que Zemmour, quoi, ou alors tu vois, j'aurais un peu trop peur de perdre mon sang-froid, quoi. En fait, tu sais, mine de rien, bon, à part les très très gros festivals, on se retrouve souvent un petit peu avec le même genre de groupe que nous. Donc oui, alors à part le Hellfest par exemple, où là il y a tellement de groupes, mais on se croise même pas. Toi, c'est finalement ces groupes-là, il y en a plein. Hein, moi, j'étais le premier à dire à un moment, ouais, dans le milieu métal, je commence à être un petit peu effrayé des propos de beaucoup de groupes qui effectivement, oui, ils sont plus que limite. Je pense que ils sont vraiment plus que limite. Mais effectivement, ouais, mais être de droite, à la limite, ils ont le droit d'être de droite, mais l'extrême droite, c'est pas la même chose. Tant qu'on peut discuter avec les gens, tant qu'on peut discuter avec les gens qui sont tolérants et tout ça, il n'y a pas de problème. Après, pour moi, comme tu dis, Zemmour et tout ça, il y a des gens qui sont infréquentables. Et en tout cas, on discute pas, moi je discute pas avec eux. J'ai l'impression qu'on traîne pas du tout dans le même milieu. Ça, je veux dire, on les croise pas en fait. Ouais, en fait, même dans les très très gros festoches, on les voit pas passer. Je dirais pas qu'ils rasent pas les murs. Un jour, on va se faire attendre à la sortie d'une salle. On a la guiche. Attention, on a la guiche. On a le pitbull. On l'appelle frappe qu'un coup. Quand on voit un petit peu cet élan qu'il y a eu à l'époque, alors là actuellement c'est un peu compliqué avec Covid et tout le tralala, mais vu le contexte actuel, avec des tribunes de militaires à la retraite un petit peu nostalgiques, on va dire, et des politiques du gouvernement sans leur prêter une politique raciste, qui sont en tout cas oppressives et qui libèrent des paroles qui sont pas ouf. Qu'est-ce qu'il y a comme initiative actuellement dans le monde du rock, s'il y en a? Moi, je dirais que justement, il est temps un petit peu de reprendre les rênes des revendications, parce que on en a parlé finalement dans les années 80, il y a eu beaucoup de groupes qui prenaient énormément de valeur, et puis peut-être que avec le temps, le rock, c'est un petit peu, même le punk, le metal, est un petit peu aseptisé, puis finalement on donne plus trop son opinion. Moi, j'ai été formateur même un petit peu de jeunes groupes, et j'ai l'impression que les groupes à chaque fois s'empêchaient de dire quoi que ce soit, parce que il y avait une autocensure, parce que ils ont peur de ce que les gens pouvaient penser, en disant même si je donne pas la bonne parole, on va pas m'écouter. Mais tu sais, c'est aussi un petit peu aujourd'hui les règles de l'internet. Toi qui regarde beaucoup l'internet, puis j'ai vu d'ailleurs tu as fait une petite intervention là-dessus. Aujourd'hui, l'autocensure, tout le monde est obligé d'y passer. Moi, j'étais super content de dire que finalement, dans les années 70, il y a eu un petit peu une explosion des libertés. Puis depuis, malheureusement, ça se réduit comme peau de chagrin. Et quand on parlait des premières fois qu'on est allé jouer en Amérique, on regardait ça en disant mais qu'est-ce qu'ils sont cons, se faire des procès à tout va, il n'y a plus rien le droit à le dire. Et en fait, aujourd'hui, ça y est, finalement, nous, on arrive dans la même société, ce qui est un petit peu dommage, si tu veux, parce qu'effectivement, les groupes se censurent, et du coup, il n'y a plus vraiment de mouvement. Alors, peut-être que justement, avec la Covid, le fait que les gens restent chez eux, on sent bien que là, les gens s'énervent un petit peu, on va retrouver des gens qui ont envie de dire des choses et de prêcher, entre guillemets, ce que nous, on va appeler la bonne parole ou pas, parce qu'on n'a pas tous les mêmes points de vue, mais c'est pas grave de pas tous avoir le même point de vue. Nous, d'ailleurs, on est les premiers à dire que finalement, la différence, c'est hyper important. C'est justement dans les différences qu'on construit de belles choses. C'est justement parce qu'on se ressemble pas qu'on peut faire des choses intéressantes. Mais je trouve que, en tout cas, pour dire, dans le rock,
malheureusement, j'ai l'impression qu'on a commencé effectivement début des années 90, il y avait quand même pas mal de groupes engagés. Et aujourd'hui, il y en a quasi plus, quoi. Alors, on ne demande pas à tous les groupes d'être engagés, bien sûr. Les gens qui n'ont pas envie, ils ne le font pas. Mais c'est étonnant qu'on soit aussi peu nombreux aujourd'hui à véhiculer des idées de manière assez forte, à rester le point levé et dire haut et fort ce qu'on a envie de dire, que les gens soient d'accord ou que les gens ne soient pas d'accord, tout simplement. Et finalement, des fois, aujourd'hui, on retrouve plus peut-être d'équivalents presque dans le rap ou même dans la chanson française où il y a encore pas mal d'artistes engagés, alors que dans le rock, j'ai l'impression que ça s'est un peu perdu. Faut espérer que ça revienne, quoi. Voilà. Ouais, et puis tu as des scènes dans le rock et même dans le punk rock où faut surtout pas être engagé, tu vois, ces mecs. Enfin, je veux pas citer de nom et tout ça, mais. Non, mais tu vois, c'est vrai, quoi. Tu sais, du genre, ah, mais non, c'est bon, nous, on n'est pas comme ça, tu sais, on raconte que de la merde, si tu veux, mais bon, voilà. Dans ce que vous disiez là, c'est bon, c'est pas du rock, mais je pensais à Coluche. Aujourd'hui, Coluche, s'il faisait des sketchs, il prendrait des procès sur. Bah oui, des proches, Coluche, toutes ces générations-là, ouais, c'est clair. Alors que c'est juste de l'humour, on se rend la gueule, quoi. Ah, ça y est, on a atteint le point des projets Coluche. Ouais. Bon, à cœur du sujet, il y a des fans d'histoire ou quoi dans le coin? Ouais, moi, mais. Frappe qu'un coup et. Ça dépend de quel. Moi, je suis. Ça va, c'est pour une interview. Je m'y connais quand même pas mal dans l'histoire du XXe siècle, surtout. Quoi. Tu vois, après, j'ai des lacunes. Dès qu'on passe au 19e, puis qu'on revient un peu dans le passé, j'ai des lacunes. Mais l'histoire du XXe siècle, on va dire de la Première Guerre mondiale, pas mal, l'entre-deux-guerres aussi, et surtout après la Seconde Guerre mondiale jusqu'à nos jours, la géopolitique, ça m'intéresse beaucoup, donc ouais. Je m'y connais un peu. Non, puis c'est vrai que. Je m'intéresse. C'est des choses, en plus, l'histoire, c'est finalement, j'ai l'impression qu'à l'école, il y a beaucoup de gens que ça va barber, c'est peut-être un peu lié au prof ou je sais pas. Puis avec le temps, avec l'âge, tu t'y intéresses beaucoup plus. Moi, je sais que ça m'intéresse, c'est venu plus sur le tard qu'à l'école, en fait. Ouais, moi c'est pareil, hein. J'avoue qu'au collège, je m'en foutais un peu. Et non, quand on porte un t-shirt footix, on n'est pas. Il y a quand même pas mal de choses qui sont pas dans les livres d'histoire qu'on devrait nous apprendre quand on est gamin, quoi. Tu pourrais comprendre beaucoup plus de choses après, quoi. Voilà. Oui, bien sûr. Mais... je veux dire, tu vois, par exemple, la guerre d'Algérie, on n'en parle jamais à l'école, quoi. C'est quand même important, quoi, pour tout le monde. On en parle, mais c'est du côté de l'État français. Ouais, voilà. Et même pas assez. Enfin, je veux dire, ils reconnaissent pas, ils racontent pas la boucherie. Et il faudrait vraiment faire la paix avec tout ça, quoi, et en parler, et peut-être faire des excuses ou je sais pas, avancer, quoi. Mais il y a des choses qui sont pas passées, pas digérées, quoi, et dont on ne parle pas, quoi. Donc ça, c'est un gros problème, quoi. Mais tous les États cherchent à cacher comme ça un peu ce qu'ils ont fait comme saloperie dans le passé. Regarde les Turcs, ils n'ont jamais voulu reconnaître qu'ils avaient laté des Arméniens en 1915. C'est pareil, quoi. La France ne veut pas reconnaître qu'ils se sont comportés comme des dégueulasses en Algérie. Après, ils disent, ouais, le FLN, c'était des ordures, des terroristes et tout. Bah ouais, mais les Français, les troupes françaises, ils ont fait des saloperies. C'était l'Euro-Afrique, de toute façon, à l'époque. Hein. Les Belges, c'est pas mieux au Congo. La France-Afrique. Ouais, mais c'est un sujet qui est extrêmement complexe. Et justement, est-ce que la musique, c'est pas un bon moyen d'aborder ces sujets-là qui sont compliqués? Parce que si aujourd'hui on a du mal à parler de la guerre d'Algérie, c'est justement que c'est très douloureux. Il y a des colons qui étaient là-bas qui se sont fait têche, qui étaient des colons, les gens ils étaient nés là-bas aussi, donc ils ont peut-être pas compris ce qui s'est passé à l'époque, ils ont souffert aussi. Il y a, des deux côtés, il y a eu énormément de violence. Et aujourd'hui, justement, s'il n'y a pas beaucoup de production cinématographique là-dessus, mais par exemple, même en termes de jeux vidéo, il y a plein de jeux vidéo sur la Seconde Guerre mondiale, sur le Vietnam, sur machin, des vidéos sur la guerre d'Algérie, il n'y a rien. Et pourquoi? Parce que ça reste un souvenir très douloureux, parce qu'on n'arrive pas à en parler. Est-ce qu'un bon moyen de parler de ces sujets-là, qui sont graves, qui touchent à l'histoire, mais qui sont très contemporains, c'est pas la musique? Peut-être plus facilement que d'autres trucs, ouais, ça c'est sûr. Ouais, puis je pense que. Est-ce qu'il n'y a pas des groupes qui le font? C'est vrai que dans le rock, pas vraiment. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de groupes qui n'aient pas la guerre d'Algérie en rock. Mais bon, après, des gens pour qui ça pourrait être, soit un souvenir plus proche, ou alors, je sais pas, quelqu'un de leur famille, ou tu vois, si tu as quelque chose de proximité, ça peut te donner envie de parler de ça. Ouais, bien sûr que si. En fait, c'est bien ce qu'on fait nous. C'est vrai que nous, on est sur des thèmes beaucoup plus contemporains de manière générale. Mais finalement, ce sont les titres. On fait des titres sur les choses qui nous touchent, tu vois, sur les choses qui nous révoltent, en fait, souvent. Donc, effectivement, pourquoi les gens n'en feraient pas, je ne sais pas, en fait. C'est étonnant. Dans ce que tu disais, je me rappelle d'un truc. Alors, je confonds toujours les deux réalisateurs. Le mec qui a fait Du Pont la Joie, c'est bien Yves Boisset ou Yves Robert? C'est Yves Boisset. Alors, c'est moi qui fais les questions pièges ici, d'accord? Parce que j'en sais rien du tout.
Le mec a fait du pour la joie, il a fait un film sur l'Algérie, qu'il a tourné là-bas, et il a eu des bâtons dans les trous, comme disait Coluche, bâtons dans les roues, parce qu'on a cherché à interdire l'armée française, plus ou moins, indirectement, a cherché à interdire son film, à faire en sorte qu'il se fasse pas ce film, quoi. Donc, pour cacher la honte, quoi. Bah, c'est parce que c'est un sujet chaud en France. Oui. Ouais. Oui, bah, sur la guerre d'Algérie, il y a aussi le cinéaste René Vauthier qui avait fait avoir 20 ans dans les Aurès, qui revenait justement sur ces jeunes militaires qui étaient envoyés au front sans aucune préparation et qui pétaient littéralement des câbles. Hein, et son film a été censuré pendant des années. Il y a même des bombes qui avaient été posées dans les cinoches où était diffusé son film à l'époque. Donc c'était fou. Moi, j'ai même, pour avoir travaillé dans le milieu de la production du visuel, j'ai même connu des boîtes de production audiovisuelle engagées bien à droite qui s'amusaient à acquérir tous les droits des documentaires ou des fictions concernant la guerre d'Algérie qui étaient un peu orientées à gauche. Ils achetaient les droits pour rien en faire en fait, pour les bloquer et puis éviter que... Voilà. Mais après, on parle de l'Algérie, mais on peut parler de l'Afrique en général. Hein. Enfin, ouais. Sur 100 ans, ça a été un massacre et ça l'est toujours. Et maintenant, on met des dictateurs en place. Enfin, tu vois, tu connais l'histoire. Les pauvres Africains, avant, ils étaient colonisés par les Français, les Anglais et tout. Terre-mer d'Afrique. Maintenant, les Portugais et un peu les Allemands. Et maintenant, ils se retrouvent avec les Chinois. Putain, ils sont pas sortis d'ouvrir. Ah, puis c'est terre-mer, je veux dire, tout est là-bas. Voilà, quoi. C'est un carnage. Hein. Et dès qu'il y a des pays qui veulent reprendre un peu leur indépendance ou tu sais, enfin moi après j'y connais rien là-dedans, on finira avec le franc CFA, créer leur monnaie. Je sais pas si c'est bien ou pas bien. Moi je suis pas un économiste, mais en tout cas tu vois ils veulent se réapproprier leur État, leur nation, leur nationalité. Bah tu vois ils y arrivent pas quoi. Et puis ils sont pris pour des fachos noirs ou tu vois. C'est toujours le même. De toute façon dès qu'il y a des problèmes, t'es toujours un facho, même noir ou rebeu, c'est pareil quoi. Après, le problème de l'Afrique, c'est que ça fonctionne pas comme les démocraties chez nous. C'est des systèmes ethniques et que tu peux pas gérer une démocratie comme tu gères ici en Europe occidentale. Enfin, c'est quand même l'Europe qui a découpé toutes les. Ah oui, bien sûr. C'est l'Europe qui a tué les ethnies. Ça a été découpé n'importe comment. Mais n'empêche que c'est pas pareil. Quand même, il faut prendre en considération que l'histoire est pas la même, les gens ils vivent pas pareil. Tu vois, faut pas faire de l'ethnocentrisme. On leur a quand même pris leur pognon, quoi. C'est George Bush qui voulait amener la démocratie en Irak. Mais qu'ils arrivent, ils chassent le dictateur, puis après, il se passe rien. Bah ouais, s'il se passe rien, c'est la guerre civile, quoi. Alors, vous n'avez pas parlé directement dans vos chansons de décolonisation, mais vous avez sûrement parlé des conséquences et aujourd'hui même de sujets qui en découle aussi, tout ça a entraîné la création de zones de guerre aussi, des tensions dans certains pays qui ont perduré, des instabilités politiques. Aujourd'hui, on en arrive à des exodes très compréhensibles d'une partie de la population qui tentent tout pour essayer de sauver leur vie en traversant la Méditerranée. Vous avez quelque chose à nous dire là-dessus? Parce qu'il y a encore quelques jours, il y a l'Ocean Viking là, qui a malheureusement échoué à sauver une embarcation. Plus de 130 morts encore dans la Méditerranée, on n'en parle pas beaucoup. Ouais, nous on a fait effectivement on a fait un titre là-dessus qui s'appelle la peste et le choléra. Et bon, voilà, c'est sûr que si on parle des gens qui essaient de sauver leur peau, et puis voilà, quand on voit les voyages que tous ces gens peuvent faire, c'est complètement incroyable. Moi, ma mère notamment, bon, elle est à la retraite, et puis elle s'est mise à la Croix-Rouge, donc ils accueillent beaucoup de migrants comme ça, qui ont réussi finalement la traversée. Mais elle raconte chaque fois qu'il y a une discussion avec une personne qui a réussi à arriver, par exemple, jusqu'en France, mais le parcours, c'est incroyable. C'est le parcours du combattant x 1000. C'est-à-dire que là, c'est complètement fou. Et il te raconte tous les gens qu'on parle ici, tout ce qu'ils voient, tous les morts. Enfin, c'est horrible, c'est atroce. Et tout ça, en plus, parce que la politique est super mal foutue, parce que c'est la réalité, en fait. Tu sais, au début... quand il y a eu le conflit, notamment, bon voilà, les derniers conflits, tous les gens disaient, mais plutôt avec l'État islamique et tout, là, plutôt que de laisser les gens partir dans tout le reste de la planète, il y avait tous les pays voisins qui proposaient finalement aux pays riches de participer à l'accueil de tous les migrants et puis de les laisser finalement proches de leur terre, tu vois, plutôt qu'ils partent à l'autre bout du monde avec des parcours complètement dingues et puis avec je ne sais combien de morts sur la route. Et puis comme ma mère raconte souvent, là, quand c'est bien beau, une fois qu'ils sont arrivés à l'autre bout du monde, mais ils parlent pas la langue, ils n'ont aucune aide, évidemment, ils n'ont pas de famille.
c'est l'horreur en fait la vie de tous ces gens-là. Donc c'est vrai que nous on avait fait un titre qui s'appelait La peste et le choléra, puisque c'est le choix entre rester sur place et puis vivre la guerre, l'horreur, les massacres, et puis finalement choisir l'exode, mais partir, c'est même plus partir à l'aventure, parce que c'est beau comme terme, partir à l'aventure. Eux, ils partent pas à l'aventure, ils sauvent leur peau, quoi. Et par rapport à ça, ouais, c'est incroyable que moi, je me suis toujours posé la question, je me dis, mais les politiques, j'ai toujours l'impression quand même que ils sont dénués de sens, on a vraiment l'impression qu'ils sont cons. Je pense qu'il y a beaucoup de gens à penser ça, et tu te dis, mais pourquoi ils n'ont pas tout simplement essayer d'aider ces gens-là pour qu'ils restent sur leur terre aujourd'hui. Si on avait réussi à les aider à rester proches, je sais que notamment la Jordanie avait proposé tout ça, si on les avait aidés à rester proches, ils seraient retournés assez rapidement finalement chez eux, ce qui aurait été sûrement bien mieux pour eux que se retrouver à l'autre bout de la planète, à vivre avec des bouts de ficelle, de bric et de broc. À être obligé de demander l'aumône, parce que c'est pas facile non plus de demander l'aumône. Et puis souvent ils sont diplômés, les mecs qui font la traversée. Enfin, il y en a pas mal qui sont. Oui, c'est pas vraiment, enfin diplômé ou pas, c'est même pas ça le problème en fait, c'est que c'est atroce, quoi. Donc c'est vrai que par rapport à ça, il y a des choix politiques. Voilà, franchement, on peut faire un énorme point d'interrogation. On regarde ça en disant les mecs qui choisissent là. On se demande bien ce qui peut leur passer par la tête. Quoi. Moi, ce qui me dégoûte souvent, c'est la réaction de gens des. Et allons-y franchement, du Rassemblement National, Front National, Rassemblement National, des groupes identitaires, tout ça, qui réagissent comme des égoïstes et ils chient sur l'immigration alors qu'ils savent même pas ce que c'est, ils seraient même pas capables de faire de tenter l'aventure comme certaines personnes parce qu'ils veulent changer de vie, ils veulent vraiment vivre leur vie, faire autre chose que végéter en Afrique et que subir. Et voilà, alors là-dedans, faut mettre il y a deux cas particuliers quand même. Il y a les gens qui partent de leur pays quand même parce qu'ils peuvent plus vivre dans le pays parce que le pays est en guerre. Ça, c'est quand même style la Syrie. Et puis il y a aussi les gens qui veulent partir de chez eux parce qu'ils ont des conditions de vie vraiment médiocres et tout ça dans beaucoup de pays d'Afrique et tout. Et aujourd'hui, quand je vois certains imbéciles là qui vont sur les sommets des Alpes foutre une barrière fictive là parce qu'ils se prennent pour des flics là, ça me dégoûte ce genre de type, mais tu peux pas savoir. On a une question de Kedgar. Désolé, camarades, je ne sais pas prononcer les noms. Qui dit, puisqu'on en a parlé de titre, une question que je n'ai pas pu poser en fin de concert dans l'ancien temps. La chanson Vendetta est-elle une histoire vraie? J'aimerais connaître la genèse de ce titre génial. Non, alors là, moi je sais que j'ai écrit ça parce que. Si tu peux nous rappeler peut-être pour ceux qui ne connaissent pas la chanson un peu le contexte. Voilà, c'est la loi du talion, quoi. C'est se faire justice soi-même, tout simplement. Et en fait, moi je trouve que, je sais plus, c'est sûrement un élément déclencheur. J'ai dû voir ça une fois à la télé, tout ça. Et puis ça fait partie de ce qui m'énerve un petit peu. Justement, on parlait tout à l'heure de l'autocensure. On n'a pas ça. C'est pas bien de dire ça. La chanson Vendetta. D'ailleurs, je savais très bien en écrivant ça que je vous avais posé la question. Je me dis, vous voulez bien que je chante ça parce que moi, j'avais envie de le chanter, mais des fois, imaginons que les trois autres cons me disent, de la merde, ça va pas bien parce que tu racontes. Bon, mais c'est vrai que je leur avais. Voilà, de ça. Des pères de famille, voilà, on comprend aussi. C'est pas un morceau sur la peine de mort, quoi. Il y a plein de gens qui ont exprès de pas comprendre. C'est une réaction à chaud. C'est une réaction à chaud. Tu touches à ton gosse, on touche à mon gosse, je te tue, c'est tout. Voilà. En fait, par rapport à ça, c'est une réaction que nous, on trouve normale, et je pense que beaucoup de gens trouvent normale, même si c'est pas bien de le dire. Tu vois, les bons penseurs, à un moment, tu vois, ça suffit aussi. Les gens qui font les lois là partout sur Internet, c'est tout mieux. Ouais, moi je fais tout bien et tout, mais la vie c'est un peu plus dur que ça. Des fois, on est confronté à des choses difficiles. Et ouais, c'est sûr que même moi, c'est n'importe qui vient faire du mal à mon fils ou à ma fille. Ouais, je suis désolé. Non, il y a une réaction. Je trouve ça normal, même si c'est pas bien de le dire. Et donc, je trouvais ça vraiment important que tu vois, que quelque part on se positionne, qu'un groupe se positionne, parce que nous, si on le fait pas, tu regardes des gens qui se positionnent là-dessus, il y en a pas beaucoup, quoi. Alors ouais, il y a plein de gens qui nous ont un peu chié dessus parce qu'on avait pris cette position-là. Comme tu dis, Job, exactement, comme quoi on avait fait un morceau pour la peine de mort. Mais pas du tout, ça n'a rien à voir en fait. Toi, il n'y a pas de justice, on ne demande pas à la justice d'intervenir. Ah mais bien sûr, mais de toute façon, c'est pour ça que les lois existent aussi. C'est-à-dire que moi, je suis fondamentalement engagé contre la peine de mort. J'ai bossé avec Amnesty International, tout ça. Mais c'est sûr que c'est heureusement qu'il y a des lois parce qu'effectivement, en tant qu'individu, tu pourrais pas. Si quelqu'un touche à mes gosses, c'est comme vous. Tu vois, je saute sur le type et puis voilà. Et c'est justement pour retenir ces pulsions-là
tenter d'avoir quand même un semblant de justice pour tout le monde, qui a ces lois qui encadrent les choses. Donc effectivement, c'est deux choses différentes. Dans tous vos albums, il y a quand même cette notion de garder le point levé, de pas hésiter à gueuler, de pourquoi pas à un moment donné tout envoyer valser pour repartir, tout cramer pour repartir sur des basses scènes, diront certains dans Kaamelott par exemple. On a eu 1789, 1871, 1917, il y a eu pas mal de révolutions. Est-ce que ça vous a inspiré un petit peu? Est-ce que vous avez des choses à dire sur ces épisodes-là? Est-ce que vous rêvez, vous, peut-être d'une révolution, ou est-ce que... La pensée de gauche, par essence, elle vient des révolutions. Et en plus, c'est la droite qui a créé ces pensées-là, finalement. Puisque s'il n'y avait pas eu des abus des patrons et des abus qui faisaient vivre les ouvriers dans des conditions épouvantables, et ben jamais il y aurait eu d'anarchistes, jamais il y aurait eu de communistes, on va dire. Finalement, c'est eux-mêmes qui ont créé les gauchistes, quoi. Mais disons que sur les premières révolutions, c'était plus même par rapport au roi. Ici en France, c'est le roi. C'est pas une question forcément de gauche et de droite, mais ce qui est vrai, c'est que si tu veux, moi, ce que je trouve vraiment important de souligner dans les révolutions, c'est que rien n'est impossible. Et aujourd'hui, on a l'impression, qu'en discutant avec les gens, que c'est devenu impossible. Les gens vont te dire, ah ouais, mais tu te rends compte, c'est trop dur aujourd'hui, c'est plus possible. Oui, mais dans ces cas-là, replonge-toi effectivement sur la Révolution française. Imagine, les gens ont quand même réussi à déboulonner le roi, à dominer tout système de cette monarchie. C'est pas rien. Et forcément, si tu regardais, si tu faisais un constat un État à un moment donné de la France, du pays, tu aurais pu te dire que c'était impossible de déboulonner ce système-là. C'est quand même arrivé. Donc finalement, rien n'est impossible. Je pense que c'est ça vraiment qui est important de souligner, et qu'à un moment, à force de mettre les gens sous terre, de leur mettre la tête sous l'eau, eh ben, il y a une limite. Et je ne sais pas, voilà, évidemment, hein, il y a des pertes humaines, c'est une évidence, mais les gens, au bout d'un moment, quand ils n'en peuvent plus, peuvent réussir à avoir une force incroyable, tu vois, décupler leur force avec c'est le nombre qui fait la force, tu vois, c'est ça le principe même d'une révolution. Et pour être nombreux, il faut qu'on soit soudés. Et aujourd'hui, pourquoi tous les dictateurs, ils ne font quoi? Oui, c'est casser la culture, c'est essayer de cloisonner les gens, parce que plus on va être cloisonné, moins on va s'entraider. Et finalement, ce système de l'individualisme, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand on regarde la télé, quand on écoute les politiciens, c'est leur jeu, quoi. Voilà, plus ils vont nous isoler, et plus leur travail va être facile. Et finalement, le principe même d'une révolution, c'est le contraire. C'est que les gens se retrouvent et ensemble deviennent forts, quoi. Et moi, c'est ça que je trouve l'image qui est belle de cette révolution, parce qu'une révolution, c'est vrai que quelque part, c'est atroce, il y a des morts, il y a des guerres, mais s'il y a une chose positive à garder de ça, c'est ça, c'est l'entraide, la solidarité. Ce sont des valeurs que nous, on prône depuis le début. Quand tu parles il y a une continuité dans nos albums, l'humanité, l'humanisme, voilà, l'entraide, la solidarité, c'est ça qui pousse les gens dans le positif, quoi, et pas vouloir écraser les autres, vouloir être le plus fort, vouloir gagner plus. Aujourd'hui, on est dans un monde, ça pourrait arriver, toi, il y a certaines personnes peuvent dire que finalement la Covid arrive au bon moment, parce qu'on commençait à avoir des soulèvements dans le monde entier de mini-révolutions qui commençaient à apparaître partout. En géopolitique, là, ça commençait à être un petit peu la cata, bizarrement. Voilà, la Covid arrive, alors vrai, pas vrai, est-ce que c'est toi, on va aller dans un autre débat qui est beaucoup plus compliqué, mais en tout cas, on est à un moment actuel, là, où les gens en ont vraiment marre, et que, tu vois, quelque part, c'est pas impossible à un moment que les gens reprennent le pouvoir. Et quand on a fait effectivement ce morceau qui s'appelle Nous avons la rage, et on se baladait, on faisait des concerts à l'époque du mouvement des Gilets jaunes, et tu vois, il y a eu quelque chose de fort dans ce mouvement-là. Ça, on peut pas le nier. C'est-à-dire qu'il y a eu une multitude de gens qui se sont retrouvés, mais les gens étaient différents. Ils étaient, tu vois, il y avait différentes castes sociales, il y avait des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux. On est allé sur les ronds-points, on les a vus. Hein. Oui, puis on les croisait tout le temps. On les a vus, on les a croisés sur la route, on allait sur les ronds-points.
Alors même acheter des packs d'eau et du café, tu vois, enfin, parce qu'on pouvait pas être là tout le temps, quoi. Mais en fait, il y avait plein de gens différents, quoi. Et là, moi, j'ai vraiment eu envie de faire un titre. C'est pas pour rien, d'ailleurs, que le premier titre qui a été écrit de l'album À Feu et à Sang, c'est Nous avons la rage. Parce que pendant toute cette tournée, voilà, j'avais vraiment envie d'écrire quelque chose sur les Gilets jaunes. Bon, voilà, le temps a fait que c'était presque une chanson post-mouvement Gilets jaunes. C'est pour ça que je dis que les gens sont rentrés chez eux étouffés par le système, parce qu'en fait, la réalité, c'est que le système a étouffé la colère des gens, mais la colère, elle est toujours là, en eux. Et aujourd'hui, on en est là, c'est-à-dire que la colère, elle est toujours là. Puis moi, j'ai l'impression de la sentir sur les réseaux sociaux, la colère, même si les gens n'arrivent pas à l'exprimer ou à la contenir, ou à trouver le vecteur pour exprimer et sortir leur colère, tu sens qu'elle est là, la colère chez les gens. Et donc, c'est vrai que j'ai eu ça, c'est pour ça que je disais que ouais, on l'a toujours, la rage plein les yeux. Ouais, mais de toute façon, c'est compliqué. Puis on voit que les Gilets jaunes, bon, malheureusement, ça a périclité et puis ça a rien donné pour l'instant. Peut-être qu'il y aura quelque chose après. Après, pourquoi ça n'a pas fonctionné? La révolution en général, les révolutions qui aboutissent au carnage et tout ça, souvent c'est parce que les gens ils ont plus rien et puis surtout ils ont plus rien à bouffer. Et aujourd'hui, je trouve que la révolution c'est un peu plus compliqué dans le monde occidental chez nous, pour la simple et bonne raison que le système capitaliste fait en sorte que les pauvres ils aient des miettes. Et tant qu'ils ont des miettes, eh ben ils se révoltent, mais ils se révoltent pas complètement. Et que quand tu te révoltes complètement, c'est parce que t'as plus rien à bouffer, tu veux crever, quoi. Donc t'as plus rien à perdre. T'as plus rien, donc t'as plus rien à perdre. Moi, je vois ça un peu comme ça. C'est vrai que c'est le principe de quand t'as plus rien à perdre, c'est que voilà, les gens ils se lancent à corps perdu, c'est une évidence. Il y a une question que j'allais poser et qu'a posé aussi AD Live Twitch, salut camarade, dans le chat qui dit vous dénoncez beaucoup dans vos paroles, voyez-vous des solutions possibles? Est-ce que vous avez encore foi en la politique actuellement? Bah, tu vois, foi en la politique, pas trop, parce que voilà, les politiciens bien souvent sont des gens de pouvoir et le pouvoir, je dirais, détruit le cœur des hommes. Donc une fois qu'ils sont qu'ils ont mis le doigt dans l'engrenage, bon, j'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui vrille quelque part, mais on fait plus confiance aux gens, aux humains. C'est-à-dire qu'à un moment, il y avait des débuts de mouvements, voilà, c'est pas vraiment des partis politiques, tu vois, c'était des mouvements comme en Espagne, là où les gens se retrouvent et puis créent finalement leur propre parti. C'est compliqué, mais finalement, s'il y a un truc bien qu'on peut voir de l'histoire de Macron, un seul, je parle pas de lui, hein, parce que voilà, c'est que quelque part, ce qu'on a, il a quand même réussi à éclater les deux gros partis historiques. Et il est venu un petit peu de nulle part, là, on n'a pas trop. Donc ça veut quand même dire que des gens, aujourd'hui, parce que l'Internet n'a pas que des effets nocifs, il y a des choses positives, et notamment, ça peut aller très très vite. Et aujourd'hui, on pourrait très bien voir éclore des mouvements de gens voilà, qui se mettent à faire de la politique, et puis personne ne comprendrait pourquoi, mais finalement on se retrouverait à pouvoir atteindre le pouvoir. C'est pas impossible, tout ça c'est pas impossible, c'est extrêmement compliqué parce qu'évidemment tout le monde va serrer des coudes pour garder sa place, hein. C'est comme ça que ça marche, hein. Je suis bien là, j'ai mon petit lot de terre, j'ai mon petit poste, je vais pas le lâcher comme ça, bien sûr, c'est pas facile, mais n'empêche que aux dernières élections on s'est rendu compte qu'il pouvait se passer des choses complètement incroyables. Moi, je pense que s'il y a des mouvements aujourd'hui qui peuvent marcher, il faut que ça vienne des citoyens. Parce que les politiques, ils sont vraiment pris à la gorge par la mainmise de la finance et de l'argent, surtout, des banques et de l'argent, sur toute l'économie mondiale, qui fait que... Et en plus, on a un gros problème aujourd'hui, c'est qu'on est ici en Europe occidentale, on veut défendre nos démocraties et tout ça, mais on est entouré de systèmes autoritaires. Il y a la Russie, la Chine, on est vraiment entouré, même au propre sein de l'Europe, il y a la Hongrie, la Pologne, on voit bien que c'est des gens qui pensent plus comme Poutine, comme les Russes. Et donc, on commence à se faire grignoter nos libertés petit à petit. Donc, je pense que s'il y avait des mouvements qui marchent aujourd'hui, c'est justement parce que c'est des mouvements qui viennent des citoyens et non pas des politiques. Alors, vous engagez sur ces mouvements-là. Il y a aussi d'autres engagements que vous manifestez à travers vos albums. Depuis quelques années, en histoire, on voit une nouvelle façon d'aborder l'histoire aussi, de par l'angle de l'environnement. Hein. L'histoire environnementale, ça existe. Et justement, quand on a préparé le fil de cette émission, a été évoqué la Moco Cadiz. Est-ce que vous pouvez un peu m'en parler? Quel impact ça a pu avoir sur
pour vous et quel est votre engagement aujourd'hui justement sur la cause environnementale? C'est important parce que pour nous, on s'est retrouvé à faire. Alors, bon, on peut faire des morceaux comme Vendetta, ou voilà, c'est pas toujours bien interprété par les gens. Et puis, on a commencé par faire très très tôt des morceaux écolos. Bah, c'était pas punk, figure-toi. Quand on commençait à faire des morceaux qui parlaient de l'écologie à l'époque, tu sais, un groupe punk qui parle d'écologie, c'était pas trop, tu vois, c'était pas très, pas assez dur, pas assez destroy. Voilà, le mot exact c'est ça. C'était pas assez destroy de parler d'écologie. Et d'ailleurs, pour essayer de donner une vision assez claire de Tagada aujourd'hui aux gens qui ne connaissent pas trop, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui ne connaissent pas trop, qui ne savent pas ce qu'on fait comme musique, là, qui peuvent passer par ton vecteur à écouter ce qu'on raconte. Ben, je trouve que effectivement, Tagada, c'est un groupe qui finalement a toujours donné ses opinions, que ça plaise pas. Mais l'écologie, ça a toujours été un point qu'on a vraiment voulu défendre. Et la Mokokadi, ça nous a touché. On parle de ça parce que c'est la Bretagne, parce que c'est des énormes pollutions, parce que ça existe toujours en fait. Et ça qui est dingue, c'est-à-dire qu'on n'apprend pas de nos erreurs. On se rend compte là qu'on est à un point limite de ce que la planète peut encore encaisser. C'est-à-dire qu'on est peut-être sur l'arête là, et puis on va basculer vraiment du côté irréversible. Il y en a qui parlent déjà, il y en a qui disent qu'on y est déjà. Peut-être, ouais. Bon, c'est peut-être pas facile, mais c'est incroyable, si tu veux, que en étant à ce moment-là, et ben finalement, les énormes pollutions, la pollution de masse, continuent toujours parce que les lobbies font en sorte que c'est l'argent est plus important que la planète, que l'écologie. Alors, est-ce que des maladies comme le cancer, tout ça, viennent de la pollution? On ne pourra jamais vraiment le prouver. Puis de toute façon, personne ne va lancer réellement d'études là-dessus. Mais il y a forcément des conséquences dramatiques sur la planète, bien évidemment, sur les animaux, sur la flore, mais sur les humains aussi. Tu vois, c'est pas possible que. Et malgré tout ça, malgré les alertes, malgré cette prise de conscience générale, eh ben le système capitaliste continue à alimenter cette pollution sans cesse et c'est complètement incroyable. Donc la Mokokadi, c'est un exemple concret qui nous a touché nous parce qu'on est bretons. Moi, je me rappelle avoir fait des concerts sur le port parce que même avant Tagada, on s'était avec un copain, on s'était tapé des vacances en faisant la Manche. Il y avait une contrebasse et on faisait des reprises de rock français, tout ça, et on avait joué un petit peu partout en Bretagne. Et on avait joué là-bas, on était resté plusieurs jours. Et en fait, même, c'était presque 20 ans après, tu vois. Et 20 ans après, tu sens que c'est marqué, c'est encore noir, c'est encore pollué, ça s'en va pas comme ça, c'est complètement. Tu veux dire, quand tu parles de 20 ans après, la Mokokadi, c'était en 78. Et puis, 20-25 ans plus tard, il y a eu les Ricains. Nous, on va dire, moi en 78, j'avais 8 ans. Donc, j'en ai entendu parler, forcément. Il est né en 70, du coup. Et comment dire, on a été plus touché par les Ricains, finalement, puisque la Mokokadi, c'était vraiment très ciblé, parce que le pétrolier s'était cassé en deux, vraiment juste à côté des côtes. Donc, il y avait eu vraiment une baie, je ne sais plus quelle baie exactement, qui avait été complètement. Là, c'était Saint-Paul-de-Léon. C'était pire que tout. Pire que tout. Là, c'était vraiment de la marée noire, mais pas croyable. Et puis, il y a eu le cas de l'Erika, où la nappe de pétrole s'est baladée en mer pendant 2-3 semaines, puis après il y a eu un coup de vent et c'est revenu sur la côte. Et là, on a été vraiment touchés parce qu'il y avait des galettes partout. Moi, je sais que mon beau-père est Belle-Îlois, à Belle-Île-en-Mer, et lui, il flippait de ça. Et puis, au bout de 3 semaines, un mois, pof, il y a plein de galettes qui sont arrivées sur la côte sauvage de Belle-Île. Mais bon, c'est après, on parle de la pollution. C'est vrai qu'un des premiers titres qu'on a fait, c'était EcoWar. Et si tu veux, c'était en réaction à Monsanto, parce qu'on avait été au Canada. Et on était au Canada, puis alors là, c'était Monsanto plein pouvoir. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut, lui, peu importe finalement les problèmes écologiques que ça pouvait engendrer. Et tu te rends compte aujourd'hui que le glyphosate, c'est toujours au cœur du problème. Ça fait 20 ans qu'on a, pas 20 ans qu'on a fait ce morceau-là, mais pas loin presque. Et on y est encore, tu vois, c'est complètement dingue. C'est 2001, Nico. Ouais, ça fait 20 ans. Et on y est encore. Donc voilà, donc c'est vrai que l'écologie, c'est incroyable. Bon, je pense que les générations, la jeune génération, elle prend plus conscience parce que finalement, moi, ma mère, j'ai une discussion avec elle, ça fait 2 fois que je parle de ma mère dans la soirée. Elle va dire, si elle m'écoute, elle va dire, non, elle n'a pas Twitch, je pense. Mais tu vois, elle m'a dit quelque chose qui était touchant, j'ai trouvé. Elle m'a dit, donc elle est des années, elle a eu 20 ans dans les années 70.
Et elle m'a dit, j'ai presque honte d'avoir pu profiter autant de ma jeunesse. Quand je vois aujourd'hui ce qu'on vous laisse, Ouais, ça c'est vrai. c'est-à-dire que nous, ben, on a eu, c'était l'après-guerre, c'est la génération baby-boom, donc effectivement, ils ont eu tout, quoi. Voilà, il y avait le pays prospérait, il y avait de l'argent, tu pouvais emprunter, même si les taux étaient énormes, ils s'en foutaient, ils construisaient ce qu'ils voulaient, et puis il y avait les libertés, il n'y avait pas de question de pollution, tout ça. En fait, ils vivaient sans aucune contrainte. Et aujourd'hui, avec le recul, évidemment, elle regarde ça, puis elle me racontait qu'elle discutait de ça avec ses amis de la même génération, puis ils disent, ouais, on a presque honte de vous laisser une planète dans cet état-là, quoi. On a vraiment merdé, ce qui est vrai, même si c'est pas sa faute à elle, mais leur génération a vraiment fait du mal à la planète. Moi, attends, vite. Moi, mes grands-parents, tu vois, donc mon grand-père, mon grand-père, bah, tu sais, donc lui, la révolution verte, tout ça, l'après-guerre et tout, tu vois, l'agriculture et tout ce qui s'est passé après les guerres. Bon, bah là, moi, mon grand-père, il m'a dit, quoi. Et le pauvre, il savait même pas, il l'a su après, quoi. Mais ils ont balancé des saloperies dans les champs, mais des pesticides, des trucs incroyables, quoi. Tu vois, on s'en sort petit à petit, mais à l'époque, c'était, ils te filaient des produits pas possibles. Et les cancers et tout ça, et l'alimentation et tout. C'est évident qu'à l'époque, c'était incroyable ce qu'ils balançaient dans les terres, quoi. Moi, je trouve que ce qui est particulièrement inquiétant à l'heure actuelle, c'est la disparition de pas mal d'insectes et surtout des oiseaux. Et les abeilles. Et les insectes, notamment les abeilles, mais il n'y a pas que ça. Et les espèces d'oiseaux, et qu'on dit qu'on est à la cinquième grande extinction, grande extinction des espèces. Et ça, c'est vraiment très inquiétant. Enfin, je trouve que c'est un signal d'alarme qui est donné à l'humanité. La biodiversité. Dont on ne prend pas compte. La biodiversité, dont les dirigeants ne prennent pas compte. Alors que quand on voit que toute la nature est en train de crever autour de nous, bah, il faut peut-être se poser certaines questions sur nous-mêmes, quoi. Et puis sur les maladies qui se développent et pourquoi les gens meurent un peu plus tôt et pourquoi voilà quoi, il faut pourquoi les gens qui ont moins d'argent sont en moins bonne santé, tu vois. Bah, c'est parce que c'est eux qui payent la nourriture la moins chère. chère. Et puis il y avait aussi, tu vois, il y avait des choses, parce que j'en reviens avec Howard, et parce que le sujet est toujours finalement de rigueur aujourd'hui, c'est qu'en fait, dans le morceau, on dit, mais en fait, la qualité, ça a un prix. Il faut accepter, on peut pas toujours vouloir du pas cher, du pas cher, du pas cher, du pas cher. Quelqu'un qui veut faire un beau produit, on le voit au début, il y a eu une explosion du bio, là, bio, ça prend plus de temps, il faut du travail, il faut que la personne puisse se rémunérer. C'est pas possible de faire un produit de qualité et de le payer rien, un dixième du prix de son coût de revient, c'est pas possible. Et c'est aux gens d'être acteur de cette révolution, parce que ça peut être une révolution. Tu sais, c'est une révolution qu'on peut faire chacun chez nous, c'est-à-dire que si on fait un petit peu attention à ce qu'on mange, si on fait un peu attention à effectivement ce qu'on achète, si on fait attention chacun, finalement ça peut aller mieux. Je me rappelle à un moment on avait un deuxième chanteur, Gus, qui était je dirais même peut-être encore le plus engagé de nous tous, et il disait, mais à juste titre, si demain on décide tous de boycotter un des produits de grandes marques, c'est terminé. Et puis si plus personne en achète du jour au lendemain, c'est fini. Ce produit-là disparaît de la circulation. On a un pouvoir incroyable. Et pour ça, on revient à cette idée de révolution. Il faut qu'on soit soudés, il faut qu'on fasse ces choses ensemble. Le pouvoir au peuple et le peuple doit récupérer le pouvoir, quoi. Un truc comme ça, quoi. Ça semble tellement compliqué dans cette société justement qui nous fractionne tous les jours, qu'il est vrai que c'est un petit peu compliqué d'entrevoir une solution qui peut tous nous souder, quoi. On a un peu l'impression qu'il faut vraiment être au bord du précipice pour avoir un petit sursaut, quoi. Et on a l'impression que parfois on pense être au bord du précipice et puis non. Quand on voit à quel point le discours politique ambiant se dilate ou se décale d'un spectre de plus en plus avec des propos qui étaient inacceptables encore il y a 5 ans dans les médias et qui sont aujourd'hui quotidiens, c'est compliqué. En tout cas, j'avais encore deux petites questions qui vite fait tournent autour de l'histoire avant d'enchaîner sur les questions du public, histoire de ne pas vous retenir trop tard non plus, parce que il vous faut un petit peu d'énergie pour continuer cette résidence, j'imagine bien. Est-ce que vous pensez que bien connaître son histoire, ça permet d'être un petit peu mieux armé justement pour se défendre intellectuellement dans la société, dans notre société, intellectuellement et politiquement. Est-ce que connaître l'histoire, ça fait de nous des meilleurs citoyens ? Oui, parce qu'on sait d'où on vient.
on connaît un peu les tenants, les aboutissants. Enfin, on voit bien. Moi, je trouve que justement de bien connaître l'histoire, du moins l'histoire qui nous concerne directement, c'est-à-dire un peu l'histoire contemporaine de 1945 à nos jours, c'est nos démocraties occidentales qui sont fondées là-dessus. Et je trouve que c'est bien de connaître parce qu'on voit justement quel courant politique prend le dessus, quelque chose comme ça, les changements qui interviennent avec justement les différentes influences qu'il y a. On s'en rend bien compte aujourd'hui en Europe, par exemple. Et moi, je trouve que c'est hyper important. Ouais. Bon, en fait, en gros, bien connaître l'histoire, c'est aussi important dans le sens où il ne faut pas reproduire les mêmes erreurs. Et si on oublie, ça peut revenir assez rapidement. Et on peut parler effectivement par exemple, là, la Seconde Guerre mondiale, on va arriver maintenant à une étape un peu cruciale parce que plus personne de vivant pourra relater les faits. Donc, en fait, il va se passer une ou peut-être 2 générations. Donc, nous, on a connu, moi, mon arrière-grand-mère m'a raconté les sales boches, on jetait des cailloux, tout ce que tu veux. Ça nous touche. Mais combien de temps ça va se perdurer? Donc, ça, en fait, une fois que de fil en aiguille, il n'y a plus personne pour le raconter, on oublie. Et de là, on peut effectivement reproduire les mêmes erreurs. C'est-à-dire que des gens comme nous, ouais, c'est bien pour ça que dans l'idée globale en France, par exemple, ou dans beaucoup de pays d'Europe, ce ne sera pas possible que des fascistes ou des nazis passent au pouvoir tant qu'on était dans ce mood-là, parce qu'en fait, il y avait vraiment l'expérience de ce qu'avait été la guerre, l'horreur, les gens qui décrivaient tout ça. Moi, je me rappelle, on a eu en classe des déportés qui sont venus raconter cette histoire-là. Quand tu es enfant et qu'on te raconte ça, je veux dire, tu te prends une chape de plomb sur la tête et à aucun moment, je vois pas comment quelqu'un de normalement constitué, d'à peu près intelligent, peut accepter ça, c'est impossible. Donc, dans l'idée générale, ça ne peut pas se reproduire, sauf si on oublie et qu'on n'en parle plus. Et puis, donc, c'est dans ce sens-là, connaître l'histoire, c'est important pour ne pas oublier. Moi, je dirais que la nature humaine, elle fait partie de l'histoire forcément, mais que l'histoire, elle est cyclique. Et que finalement, il y a des périodes où on va être plus tolérant, plus libéral pas au sens économique, mais au sens de la pensée. Et puis, il y a des périodes où tout va se fermer, tout ça. Là, ces temps-ci, ça ressemble pas vraiment à la période fasciste des années 30, des années 20-30, de 1920-1930. Mais on voit des points communs qui reviennent sous une autre forme. Et en fait, je trouve que les mouvements d'extrême droite et tout ça, et tous les mouvements nationalistes, ils reviennent, mais sous une autre forme, en essayant d'être plus cool. Moi, je dirais quand même. Beaucoup de médias et tout ça, ils essayent de se la jouer plus cool. Je dirais quand même que, mis à part, regarde, l'État islamique qui a essayé de faire une conquête de territoire. Les conquêtes de territoire, ce qui était quand même beaucoup de bases de guerre. C'est-à-dire que les guerres ont vraiment été basées là-dessus. Essayer de prendre un territoire de plus en plus grand, faire grandir son empire. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a vraiment des gens. Oui, l'État islamique, ils ont essayé de faire ça pour avoir la main mise sur le pétrole. C'était un peu économique, mais je pense que les guerres aujourd'hui vont devenir plutôt économiques que vraiment d'essayer de grossir le territoire. Je ne vois pas qui peut encore espérer ça, même si dans les conclusions, c'est toujours ce qui se passait. Dans les guerres, les gens voulaient toujours agrandir leur territoire. Ils n'avaient pas assez de leur pays pour... voilà, il fallait aller bouffer les autres, quoi. Je ne sais pas si aujourd'hui, il y a des gens qui ont encore ces idées-là. Ça me paraîtrait complètement saugrenu, mais bon, c'est mieux que tout, peut-être, je sais pas. Mais... Oui, alors il y a plein de choses à dire avec tout ce que vous avez dit, mais en tout cas, alors c'est vrai que faut quand même se méfier de cette notion d'histoire cyclique. Il y a évidemment des cycles qui peuvent revenir. D'ailleurs, j'avais fait un épisode sur la liberté de la presse, et on voyait qu'il y avait des alternances entre censure et période un petit peu plus libre. Donc oui, il y a des choses qui peuvent revenir. Il peut y avoir des choses qui sont assez similaires. Par contre, chaque situation est un petit peu différente, et donc le danger, c'est de vouloir aussi se calquer, je pense, absolument sur une situation qui a eu lieu dans le passé en se disant attention, il s'est passé ça s'est déroulé comme ça, donc ça va se passer pareil. Il y a toujours des facteurs qui sont différents, donc ça, faut faire un petit peu... Ouais, un petit peu attention. Après, je sais plus ce que tu as dit à propos de Daesh, mais en tout cas, ils avaient des positions politiques dans leur secteur où ils se sont servis aussi justement de la misère des gens et de la détresse des gens pour les faire adhérer à leur idéologie qui était, parce que souvent on a résumé ça...
la doctrine religieuse et extrémiste, mais il y avait aussi derrière des propositions qui, pour des gens qui n'avaient rien sur place, pouvaient être séduisantes, comme on va loger tout le monde aura un taf, il va y avoir de l'école gratuite, des choses comme ça. Et du coup, il y avait ce problème-là aussi qui se posait. Ça a été, la situation est vraiment très complexe en fait sur place. Justement, moi, ce qui m'intéresse aussi, parce que vous avez ce discours de se dire voilà, si on veut faire bouger les choses, il faut qu'on puisse les uns les autres s'écouter et tous ensemble être solidaires pour aller dans le même sens. Est-ce que l'important c'est de connaître l'histoire ou les histoires? Parce que Nico, tu m'as dit par mail justement que tu avais eu une discussion assez intéressante avec le chanteur du groupe russe de Tarakani, justement à propos de Genghis Khan, et tu t'es rendu compte qu'eux, ils avaient une vision un petit peu différente de l'histoire. Ouais, alors j'ai adoré, si tu veux, j'ai passé une journée entière avec lui, une journée à parler histoire. Alors évidemment, c'est assez contextuel, puisqu'on était à Saint-Pétersbourg et on était allé visiter, voilà, l'Ermitage. Donc ça a commencé là-dessus. Donc on est arrivé dans une pièce où il y avait un portrait énorme de Napoléon. Et là, il a commencé à me raconter que voilà, Napoléon était un des seuls qui avait marché, entre guillemets, à Moscou, quoi. Et de là, on a commencé à discuter de tout ça. Et on s'est rendu compte que finalement, la vision de l'histoire, de ce qu'on apprenait à l'école, hein, parce que c'était quand même très scolaire, notre discussion n'était pas scolaire, mais on parlait beaucoup de ce qu'on avait appris à l'école au niveau d'histoire. Mais on n'a pas du tout le même point de vue. Donc en fait, on nous a pas présenté les mêmes choses. C'est-à-dire que t'avais, donc là c'était clairement la guerre froide. C'est-à-dire qu'en fait nous on a appris l'histoire de l'Ouest, lui il a appris l'histoire de l'Est. Et c'était drôle parce qu'en fait à l'Ermitage il commence à me dire ensuite, tu vois ici c'est incroyable hein, pour les gens qui n'ont jamais été à l'Ermitage, le Louvre c'est de la rigolade. C'est-à-dire qu'en fait l'Ermitage en termes d'œuvres d'art, c'est hallucinant, c'est hallucinant. Et en fait, tu pouvais avoir facilement, toi, par peintre, notamment si on parle de la peinture, tu vas avoir 10 fois plus d'œuvres par artiste qu'en France, qu'au Louvre. Et en fait, il m'a raconté, oui, mais ça, ce sont les prises que les Russes ont fait aux nazis. Donc, par exemple, on a commencé à discuter, oui, puis sa version de la fin, si tu veux, de la Seconde Guerre mondiale, c'est que les Russes sont arrivés, ont libéré l'Europe et ont pris tout ce qu'il y avait à Berlin parce qu'ils sont arrivés avant les Américains et ont ramené ça en Russie. Je dis, c'est marrant parce que finalement, bien sûr qu'on sait que les Russes ont eu un rôle et qu'on nous apprend ça. On nous apprend quand même plus à l'école que les Américains sont arrivés et puis ont libéré l'Europe. C'est plutôt ça notre histoire. Donc on a commencé là-dessus. Et après, il m'a parlé des grandes invasions mongoles. Et là, je lui dis, mais en fait, oui, on entend parler des grandes invasions mongoles, sauf que on n'a jamais appris ça à l'école. Ça doit être survolé. Moi, je me rappelais pas avoir eu ça. Et après, il m'a présenté tout ça. Et il s'avère que finalement, alors moi je dis Genghis Khan, mais bon, tu vois, c'est le plus grand empire finalement qu'il y ait jamais eu, avec il m'avait raconté l'histoire de la poudre à canon. La poudre noire en fait vient de Chine. Et puis nous, on n'apprend pas du tout ça, tu vois. Et on avait passé une journée comme ça à discuter, et en fait, on avait effectivement des choses en commun, parce qu'il m'a raconté aussi des choses qui sont très liées à l'histoire russe, que là, je trouvais ça logique. C'est comme si nous, on lui racontait l'histoire des rois de France, c'est logique, à un moment, il n'aille pas aussi loin. Mais par contre, il y a aussi des choses en commun. Et puis, en fait, finalement, c'était pas totalement la même vision. Et ça, j'ai trouvé ça pas tout à fait la même histoire, pas racontée de la même façon, tout simplement. Et ça, je trouve que c'était hyper intéressant, justement, d'opposer nos points de vue. Et puis, une fois de plus, finalement, la vérité est sans doute quelque part entre les deux. Ça, c'est ta phrase. C'est toujours ça. Les Russes, leur vraie histoire, je sais pas s'ils la connaissent vraiment, quoi. Nous, peut-être que Sinon, c'est raciste de dire ça. Non, mais ils ont vécu sur des systèmes totalitaires. Ils ont vécu 70 ans de communisme. Et après, ils sont tombés dans les mains de Poutine, qui est un nostalgique de cette époque-là. Donc, en fait, l'information, elle est complètement tronquée, elle est complètement verrouillée.
se remettre à ta place là. Vas-y, n'hésite pas parce que. Ah mais faut faire attention parce que tu vois, c'était la semaine dernière ou il y a 10 jours, je sais plus, on a reçu un archéologue qui est spécialisé sur la Chine justement. Et la Chine, bon bah tu peux considérer ça effectivement comme une dictature ou comme un régime autoritaire. N'empêche que dans les départements histoire, ils ont mais 10 000 fois plus de budget que nous et ils connaissent 10 000 fois mieux leur histoire que nous quoi. C'est. Est-ce que ce qu'ils racontent à leur peuple est la vérité? Si tu veux, après, est-ce que ce qu'on nous apprend aussi n'est pas orienté à l'école? Tu vois, il y a un moment donné. Forcément, si que ça a été orienté. T'énerve pas. Ça y est, commence à parler fort. Tu vas nous l'énerver pour toute la soirée. Non, mais entre un système démocratique qui a ses qualités et ses défauts, entre ce que un prof d'histoire, par exemple à l'école, comme nous on a connu l'école, qui te raconte l'histoire telle qu'il l'a appris lui ou telle qu'il la conçoit, et puis un prof d'histoire en Russie ou en Chine qui est complètement verrouillé par le Parti communiste et qui peut rien dire de vraiment free, on va dire. Est-ce que c'est vraiment la vraie histoire, ça? Est-ce que c'est pas une histoire complètement orientée? Est-ce que c'est pas une histoire, toi? C'est une question. Oui, bien sûr, non, mais après, c'est compliqué. Mais après... nous aussi, on est manipulé quelque part, mais je pense qu'on est beaucoup moins manipulé. On a plus il nous reste un coin au moins où on peut essayer de chercher l'histoire, du moins par nous-mêmes et de découvrir des choses, peut-être qu'on ne nous a pas raconté à l'école, mais qui sont plus proches de la vérité historique que ce que vont raconter des systèmes totalitaires. C'est ça que je veux dire. Je pense que l'information qui est complètement verrouillée ou l'apprentissage, l'éducation qui est complètement verrouillée dans les systèmes comme ça, c'est pire que tout. Enfin, pour moi, c'est pire que tout. Je supporte pas les dictateurs, les totalitaires, je peux pas les blairer. Et j'en veux à mort aux communistes, parce que c'est des gauchistes qu'on trahit les vrais gauchistes, qu'on trahit les anarchistes. C'est des salopards qui ont pris la dictature et qui ont pris le pouvoir, qui ont foutu une dictature et qui n'ont jamais permis à leur peuple d'être libre. Et ça, je trouve ça vraiment lamentable. J'avais fait un épisode sur Macno qui s'appelle Anarchiste versus communiste. Tu pourras aller voir, je suis sûr que ça va te plaire. Moi, je vous propose de passer. Alors, on va passer aux questions un petit peu des camarades dans le chat, histoire de dégayer aussi un petit peu tout ça. Là, depuis tout à l'heure, on est sur des sujets, on a envie de se tirer une balle. Alors, allez, une question super joyeuse. Est-ce que pour vous, la jeunesse s'est forgée une image de la police par rapport aux paroles de certains artistes? C'est Yvon Paul qui sur Insta qui pose ça. Moi, je pense que si on doit répondre, moi je dirais quand même que justement, quand on est jeune, moi je me souviens quand j'étais jeune, les discours des groupes rentraient 100 fois plus dans ma chambre que ce que mes parents pouvaient raconter ou mes profs d'école. Donc je pense que les artistes ont quand même cette chance d'avoir une tribune assez directe et d'être, tu vois, de pouvoir toucher vraiment les gens qui les écoutent. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vont dire ouais c'est nul, j'aime pas ce qu'ils racontent, tout ça. Mais il y en a d'autres que ça va toucher et ceux que ça touche. Et puis moi je peux en parler parce que je peux parler de tous les groupes que j'écoutais qui chantaient en français, donc j'avais les paroles, ça me touchait, je rentrais dans vraiment la vision du groupe et ouais, ce qu'il disait, ça me touchait directement. Donc je pense qu'effectivement, à travers des chansons, on peut évidemment orienter des jeunes pour se forger une image. Alors je dis nous, mais on n'est pas les seuls. Enfin, tous les artistes qui racontent des choses, je pense que oui, tu peux aider à forger une image. Et même nous, dans l'image qu'on a eue quand on était jeunes, forcément, les artistes ont eu leur rôle là-dedans. Quand tu as 14 ans, tu as besoin de références, et les références que tu veux, c'est pas celles de tes parents, quoi. C'est pas celle de ton oncle qui te fait chier à te dire ce qu'il faut que tu fasses, quoi. Donc tu t'émancipes de tout ça, et puis ben voilà, autant tomber sur les bonnes personnes, par contre, c'est des bons groupes, quoi. Parce que quand tu parlais des groupes de fachos des fins des années 80, c'est ça, quoi, c'est qu'il y avait un ramassis de paumés quand même là-dedans. C'est-à-dire que dès qu'il y a eu la chasse aux fachos de fait, il y a les 3/4 des skins racistes, en fait, qui ont déserté, parce qu'ils étaient racistes ou ils l'étaient pas, en fait, ils appartenaient à un mouvement, tu vois, et après, il restait le noyau dur. Par contre, ceux-là, fallait se les taper, quoi. Ça, c'était autre chose, quoi. Moi, je pense que peut-être que les paroles de rock peuvent influencer certaines personnes, évidemment, mais je pense que chaque pays a un rapport différent avec sa police, et qui vient de l'histoire, justement, et que en France, par exemple, on a l'image un peu d'une police. La police a été modernisée, tout ça, mais on a vraiment, en fait, on flippe de notre police et on les déteste.
Globalement, c'est un peu l'esprit de la population. Et on a fini par bien les aimer après les attentats. Il y a eu un temps où ils avaient retrouvé de la super et là, c'est en train de repartir vitesse grand V vers le bas, avec des accusations de racisme, avec des choses comme ça. Et ça, en France, on n'aime pas beaucoup la police, en fait. Rappelle-toi quand même, Steph, la différence qu'on a aussi en France avec la police et par exemple au Québec. C'est que t'as vu au Québec, tu rigoles pas du tout avec les flics, quoi. C'est-à-dire qu'ils te font pas chier, mais si t'as affaire à eux, c'est mort, quoi. Ouais, mais par contre, ils sont vachement plus sympas. Il y a un contact dans la population qui est vachement différent du contact qu'ils reçoivent. Nous, on connaît pas tout, mais ils peuvent être très, très durs, quoi. Moi, je trouve que chaque peuple a son histoire par rapport aux flics et que. Si tu veux, un flic de Montréal, tu l'insultes pas, quoi. Sinon, tu te fais démonter et tu vas au Newf 3 jours. En France, voilà, les flics, ils se font traiter de fils de pute, quoi. Mais après, moi, 3 fois par jour. Ouais, mais bon, bah, voilà, tu vois, c'est pas le même système, quoi. Puis après, il y a peut-être plus de cons ici, enfin, j'en sais rien, tu vois. Faut que je fasse gaffe. Ouais, après, il y a d'autres trucs. Hein. Moi, je suis allé à Montréal, t'as des trucs qui sont différents. Tu vois, on m'avait dit, ouais, c'est le monde des bisounours et tout ça. En vrai, je me suis rendu compte que, par exemple, à Montréal, il y avait énormément de communautarisme. Et en fait, le truc, c'est que s'il n'y a pas de gros problèmes, c'est qu'en fait, bah, les gens se mélangent pas, quoi. Ils restent dans leur quartier et, tu vois, c'est quand même dommage, quoi. Comme l'Angleterre, ça fait penser aussi de ces Anglais, un peu. Question plus joyeuse quand même. Sortons les sujets importants. Qu'est-ce que vous avez pensé de la musique d'Ultra Vomit qui vous a parodié et voilà. Est-ce que vous voudrez pas faire une parodie d'Ultra Vomit, vous? Ce sera bien ça. En fait, c'est des amis, c'est des amis. L'idée de, ça nous a fait rigoler, c'est-à-dire que, en fait, je me rappelle la première fois qu'ils l'ont joué. En plus, le morceau n'était pas sorti sur l'album, rien du tout. Puis on était en concert, on jouait ensemble. Chien méchant. Ouais, vous allez voir, une surprise, voilà. Donc, évidemment, ça nous a fait mourir de rire. Enfin, d'abord on a de l'humour, les gens qui nous connaissent savent que voilà, on sait se marrer, donc forcément ça nous a fait mourir de rire et c'est plutôt drôle et à chaque fois que moi je peux, je vais la chanter avec eux. Enfin c'est bien, donc effectivement c'est plus dur pour nous de les parodier parce que nous on a notre créneau, tu vois, et il suffit de dire et puis en gueulant sur quelque chose, déjà, t'as déjà la moitié d'une parodie de Tagada. Tu sais combien de fois il y a les gens ils viennent me voir à la fin des concerts. Il y a mon pote, il sait super bien t'imiter. Ouais, bonjour, enfin, ouais, j'en ai eu 40 des comme ça chaque semaine. Mais c'est plus dur d'imiter Ultra Vomit qui eux-mêmes font plein de parodies. Donc, Ultra Vomit, ils apprennent Gojira, ils apprennent, tu vois ce que je veux dire. Dans ce cas-là, ils peuvent reprendre Tagada si on pourrait faire on va faire un petit tacle si jamais ils nous écoutent. On pourrait faire un morceau sur le FC Nantes qui va peut-être descendre en D2. Ça, je sais que ça les toucherait sévèrement. Des gros amateurs de foot. Finissons un petit peu sur parlons un peu de votre dernier album. Tiens, allez, point promo, faisons un peu de promo. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Qu'est-ce qui vous a animé sur cet album-là? L'envie de, comme tu disais, voilà, on arrive à notre 10e album, ça fait un peu plus de 25 ans qu'on joue. Il y a toujours des remises en question chez les groupes. Nous, on a la chance de bien s'entendre, voilà, donc continue, on fait de la route, tout ça, ça se passe toujours bien. Ceci dit, il est con. Qu'est-ce que tu fais? Désolé, je me suis marré. Tu m'as craché dessus. Ceci dit, désolé. Tu vois, non, c'est à moi que tu l'as laissé cracher. Lui, il s'en fout, il est de l'autre côté. Clairement, quoi. Ouais. Non, mais ça va. Désolé, parce que je me suis marré. Ah bah ouais. Et en fait, voilà, quand je disais, on s'est un peu remis en question dans le sens où tu peux pas, faire 10 albums et faire 10 fois le même album. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment dommage. Et par exemple, on a pas mal de groupes qu'on peut écouter et où on se dit, bah, leur premier album, en fait, ou leur deuxième sont les meilleurs. Et puis après, justement, certains artistes se parodient parfois. Et on voit des groupes, on se dit, putain, des fois, il ferait quand même mieux d'arrêter ou je sais pas, moi, faire un autre style, changer de groupe, faire autre chose, parce qu'il n'y a plus grand-chose, il n'y a plus l'âme. Et on voulait pas, mais vraiment pas, faire un album qui soit une copie un autre album de Tagada. Ça n'a jamais vraiment été le cas. On part toujours sur des tripes un peu différents, mais là, on s'est encore plus forcé avec des exercices de style divers à essayer de sortir des sentiers battus, parce que c'est normal, on a des habitudes comme tous les gens. Quelqu'un qui va au boulot tous les jours, il va faire le même genre de taf, il va avoir ses petites habitudes.
un groupe aussi va avoir ses habitudes dans la façon d'écrire, dans la façon de jouer, dans la façon de. Ça. Donc on a essayé de se mettre des petits, des petits bâtons dans les roues, dans les trous, comme disait Stéphane Guijar, pour justement écrire différemment. Donc je sais, moi par exemple, on parlait de la rage tout à l'heure, nous avons la rage, bah, j'ai mis un petit beat hip-hop et puis je me suis appliqué à écrire mes paroles là-dessus pour avoir un phrasé, un flow différent, tu vois, et pas tomber dans mes habitudes de toujours découper de la même façon ici là, parce qu'en fait, c'est vrai que tous les chanteurs, on prend vite des habitudes et j'ai même l'impression qu'en français, chanter en français, c'est un peu plus dur que chanter en anglais, dans le sens où ça sonne moins, si tu veux, c'est moins gracieux. Donc il y a un travail de découpage et de rime qui est assez fort en fait. Tu vois, sinon tout de suite tu peux dire ah non, ça sonne un peu kéké leur truc. Et après on a forcément un peu les mêmes habitudes. Donc voilà, on voulait pas faire le même album, donc on a essayé de faire des morceaux vraiment différents. On est parti dans plein de choses et on est vraiment content du résultat. C'est-à-dire qu'on se dit bah après c'est une prise de risque. Tu sais, les gens peuvent te dire bah c'est bien, vous êtes parti dans autre chose. Par contre c'est à chier votre truc. Hein. Et bon, alors il y en a peut-être plein qui le pensent, mais ils nous l'ont pas trop dit. On a eu des retours quand même assez positifs de la presse et du public, donc ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. Ah, c'est cool. Bon, en tout cas, j'ai pas mal voyagé. Alors même sur le, il y a des morceaux, j'ai trouvé que ça sonnait vraiment comme du rock californien que j'écoutais dans mon adolescence, tu vois, et d'autres où carrément sur, je pense au dernier Baril. Franchement, en fond. Moi j'aime bien, j'ai un péché mignon aussi, c'est l'Indus quoi. Et tu vois, Rammstein, franchement j'ai senti des petits trucs quoi. Tu vois, j'étais là, je me suis dit, hey, franchement. Tu sais, par exemple, nous on n'a pas honte de dire, soit quand par exemple Ultra Vomit va faire des parodies, on n'a pas honte de dire en tant que groupe que on a des influences et que tous les groupes majeurs que les gens écoutent, que nous, qu'on a écouté aussi, forcément ça rentre dans un petit coin de ta tête et voilà, tu moulines tout ça, tu en ressors quelque chose. On fait partie des générations qui n'ont pas inventé grand-chose. Tu vois, le rock existe depuis super longtemps. Donc, nous, on mouline des idées, puis on essaye d'avoir notre personnalité. Je crois que pour les groupes, ce qui est dur, c'est d'avoir une personnalité. C'est ce qui va faire que les gens t'aiment ou te détestent. Mais ce qui fait aussi que tu passes pas inaperçu et que tu n'es pas un groupe lambda qui finalement est un peu insipide. Donc la personnalité fait que voilà, bon, allez, c'est peut-être clivant, mais voilà, il y en a qui vont adorer, d'autres qui vont détester. Ben nous on a fait, voilà, on mouline tout ça, puis on la met à notre sauce, à notre personnalité. Mais en plus, ce qui est super drôle, c'est que à la base, le riff, je peux en parler parce que c'est moi qui l'avais amené, c'était le riff tout seul, il faisait pas du tout Indus. Et puis je leur ai dit aux gars qui sont foutus de ma gueule, donc ça me fait marrer que tu dis ça. J'ai envie de l'amener vers l'Indus. Oh, l'Indus, il nous fait chier avec son Indus. Non. J'aime pas trop ça, moi j'aime pas ça, moi. L'Indus, j'aime pas. Et en fait, c'est rigolo parce que, tu vois, d'un riff qui est plutôt power rock, parce que le riff tout seul sorti, il est un peu power rock, ben on l'a amené dans cet univers-là, et ça, c'est sympa, si tu veux, de réussir à amener le morceau jusqu'au bout, parce qu'il y a aussi plein de morceaux qu'on pense dans nos têtes. Tu l'as bien dans ta tête, mais le rendu, des fois, sur le disque, tu ne sais pas du tout où tu voulais aller. Ça arrive aussi. Hein. Il faut dire ce qu'il y a. On a fait de la merde. On fait de la merde aussi, comme tout le monde. Il y a plein de morceaux qu'on n'a jamais mis sur des disques. Bah, c'est de toute façon, voilà, en produisant, t'as forcément des trucs qui sont mieux que d'autres. Moi, sur Nota Bene, il y a des vidéos qui sont moins bien que d'autres. Voilà, ça arrive. Et puis, il y a aussi des morceaux qui plaisent plus aux gens. Et regarde, Mort au con, on va revenir sur Mort au con, qui est notre gros tube, tu vois, on ne sait même pas comment un morceau peut être aussi au-dessus des autres. C'est-à-dire que pour nous, c'est notre morceau révolution. C'est-à-dire qu'en fait, il est 50 fois plus écouté que les autres. Tu vois, c'est complètement dingue. Puis il tire tous les autres morceaux. Il nous fait connaître. Tu vois, c'est lui notre vitrine aujourd'hui. Et ce morceau-là, quand on l'a composé, il a été fait avec une guitare. J'aimais pas au début. Si c'est attends. En fait, j'aimais pas le délire. Je peux parler. Non, mais parler. Mais ouais, mais faut m'écouter. En fait, j'aimais pas l'idée du refrain, je sais pas, ça me parlait pas du tout. Et je me suis dit, on va se casser la gueule, mais on sent que ça va être bien, on va essayer, ça va être. Je trouvais ça chiant un peu. Mais il faut savoir que la version démo était version batterie électronique. Tu sais, oh, ça y est, il va se ramener tous les fleurs de non, mais c'est vrai. Et puis voilà, non, mais en fait, c'est vrai que. Non, mais tout ça pour dire qu'en fait, hein, les morceaux, tu sais pas ce que ça va donner sur les gens. Pour nous, ce morceau-là, il a rien de plus que les autres morceaux qu'on crée. Par contre, tu sais pas pourquoi,
tu vois, les gens se sont appropriés et les gens kiffent ce morceau-là. Nous, on sait pas trop pourquoi. Voilà, c'est comme ça. Et question rigolote, est-ce que justement la perception du public qu'a de cette chanson-là a modifié votre propre perception à vous? C'est-à-dire que quand elle arrive en concert, vous êtes plutôt en mode bon, on l'a fait, c'est obligé, ou est-ce que du coup vous commencez à kiffer, tu vois, même toi qui la kiffais pas, est-ce que tu commences à la kiffer parce que tu sens qu'en face il y a du répondant, quoi? Il la kiffait pas en version démo. Oui, voilà, c'était vraiment la maquette. dire, La maquette au début, je trouvais ça un peu cuss. Parce qu'il y a juste la voix de Nico sur une boîte à rythme. Et c'était un peu. C'est le type. Mais ta gueule, toi, putain, laissez-moi parler, bordel. Et évidemment, quand on l'a joué en concert, c'est incroyable, quoi. C'est le morceau le plus. Ouais, c'est le plus fou, quoi. Il y a des milliers de personnes, des fois, qui chantent, et là, ça te prend évidemment, ça te prend au trip, quoi. Il faut quand même dire, on n'a pas parlé de ça depuis le début, mais on commence à faire de la musique. Je pense que c'est toujours un trip un peu égoïste. Au départ, tu le fais pour toi, dans ta chambre, tu as envie de faire de la musique. Après, tu le fais avec des copains, mais ça reste, tu vois, un petit peu égoïste. Et puis après, avec le temps, tu ne joues plus pour toi. Enfin, bon, alors, en tout cas, moi, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi, je ne joue plus pour moi, je joue pour les gens. C'est-à-dire que le seul kiff que j'ai quand je fais de la musique, c'est le retour du public. C'est ça qui m'intéresse. Je pense que le jour où les gens, ils n'en auraient plus rien à foutre de ma musique, bah, aujourd'hui, ça m'animera plus, je pense. C'est-à-dire que on joue, on donne l'énergie aux gens, mais c'est les gens qui nous nourrissent avec leur retour, tu vois, c'est ça. Donc évidemment, un morceau où bah, l'ambiance est 100 fois plus folle, bah, forcément, ça nous donne 100 fois plus d'énergie, tu vois, c'est direct, voire même 200 ou 300 parce que c'est décuplé quand on le reçoit, nous. Et on n'arrête pas de le dire, je l'ai dit plein de fois, mais un groupe, et en particulier un groupe rock, n'existe pas sans son public, tu vois, c'est sans les gens qui viennent nous voir en concert, on n'existerait pas, on aurait fait autre chose, je sais pas quoi, mais on n'existerait pas. Et donc, évidemment que ce retour nous touche, mais il nous fait vivre, en plus, même carrément, c'est pas, ça n'a rien de financier quand je dis ça, il nous fait vivre de l'énergie. Je trouve que, quand je parlais des groupes qui feraient mieux d'arrêter, quand tu fais du rock, tu dois avoir un petit truc qui t'anime, là, une petite flamme dans le cœur qui te fait vibrer. Et ces gens-là, ils nous font garder l'énergie de cette flamme-là. Ce sont eux les gardiens du feu. Comme toi, Laurent Ramoner, il dit ça, il image beaucoup de choses, mais c'est vrai. Tu vois, les gens sont les gardiens du feu qui nous animent. Et le jour où on l'a pu, ce feu-là, ben, je crois qu'il faut arrêter. Et par contre, il y a plein de groupes qui l'ont pu, mais qui n'arrêtent pas. Allez, on balance des noms. Alors donc, on voulait commencer par... Oh, pardon. On l'a entendu. J'hésite à continuer parce que c'est quand même un beau mot de la fin quand même. Là, vous pensez justement que le prochain album sortira quand? Vous avez déjà une date approximative? Non, en fait, on a sorti un disque, on n'a pas encore joué, ça va faire 6 mois qu'il est sorti, on n'a toujours pas fait un seul concert. Forcément, il va falloir qu'on joue ce disque-là pendant 1 an, 2 ans. Donc, vraisemblablement, même s'il y a quelques concerts épisodiques d'ici la rentrée, bon, il n'y aura sans doute pas grand-chose. Donc, on va commencer à jouer l'album quasi 1 an après sa sortie. Donc, comme en général, on tourne pendant 2 ans sur un disque, bah voilà, on va tourner 2 ans sur le disque, puis après, on se mettra à composer un nouvel album. Donc, ça va être, ouais, il faut attendre au moins 2 ans et demi maintenant pour le prochain disque. Ah bon, on doit imaginer que ça doit vous démanger un petit peu là de repartir sur les planches. Bon, enfin, pas demain, parce que voilà, je peux pas chanter. Il vous reste combien de jours de résidence là? Demain. Ah, ça va être bien demain, ouais. Un bon grog. Ouais. Ouais, voilà, ouais. Ok, bah écoutez les gars, en tout cas merci beaucoup de nous avoir accordé cette heure et demie ce soir. C'était vraiment super sympa de vous avoir avec nous, de papoter un petit peu de politique, d'histoire, de tout, comme ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu aussi dans le chat. Nous sommes honorés d'avoir fait partie de ton émission parce qu'on aime beaucoup ça, quoi. Oui, et puis c'est bien de sortir du cadre voilà, des émissions, des interviews, on en fait plein, mais là on sort du contexte habituel, un peu rock et tout ça, et même pour nous c'est hyper plaisant. Merci. Si un jour vous avez besoin, sachez que je joue du kazoo. Non, au kazoo, peut-être. Bon, sur ce, bonne soirée à tous, merci encore les gars, et puis voilà, merci. À très bientôt. Merci. Arrivez là, chaud. Salut, ciao.